Bonjour Franck, Bonjour Alexis. c'est un grand plaisir de t'accueillir pour cette édition spéciale du podcast de l'Entertainment Lab. Merci. On est au cœur de ton showroom en plus Eden Park. C'est un podcast qu'on produit avec Newton Studio, My Jimny et Eventim, évidemment notre agence partenaire, et Eden Park. Et donc tout d'abord Franck, on voulait faire ce podcast parce que on va aller de ta passion du rugby jusqu'à la création de cette marque, ce développement. Tout d'abord, je crois que le rugby c'est une école de la vie. Comment t'es tombé là-dedans et qu'est-ce que ça t'inspire, les valeurs pour toi? Écoute, je suis vraiment tombé dedans et l'histoire est finalement assez banale. Je joue avec mes copains dans la banlieue parisienne, dans la banlieue ouest parisienne. Et je joue dans la campagne, dans un endroit qui s'appelle Carrières-sur-Seine et qui, par définition, propose des carrières souterraines qui n'en finissent plus et dans lesquelles je me balade régulièrement avec mes petits potos, sauf que mon super poteau Frédéric Lordon m'empêche d'aller me balader 3 ou 4 fois par an parce qu'il y a rugby et que chez lui, le rugby, c'est sacré. Et donc, il me ramène forcément chez lui et je découvre petit à petit ce sport qui t'entraîne inéluctablement à ensuite aller pourrir ton jean avec un gros ballon en cuir qui est plus gros que toi pour faire comme ce que tu viens de voir à la télévision. Et puis tu t'inscris dans le petit club local et puis tu grandis autant que tu peux. Et puis ensuite j'ai changé de club. Je suis allé à Saint-Germain-en-Laye où j'ai joué jusqu'à la fin de mes études, à peu près 26 ans. En 3e division, en oscillant entre la 3e division et la division d'honneur, qui était la façon de mesurer le rugby à l'époque. Je ne sais pas à quoi c'est correspondre aujourd'hui, si c'est fédéral 1 ou pas pour les spécialistes, mais en tout cas c'était un niveau qui était correct, mais un niveau, j'étais bien, j'étais avec mes potes, je faisais mes études, et ça m'allait très bien jusqu'au moment où il y en a un d'entre eux qui avait pris l'initiative de partir au Racing, qui est le club mythique de la région parisienne à l'époque. Mythique pour plein de raisons, le maillot bleu ciel et blanc magnifique, tout un univers assez élégant, un rugby un peu british, tu sais, l'élégance tu la retrouves partout, hein, tu la retrouves dans le sud-ouest, bien entendu, elle est pas réservée qu'au parisianisme aigu, mais à l'époque le Racing c'est le club un peu chouette du coin et voilà, le bleu ciel et blanc, ça dépasse. C'est marrant, pour un gamin, c'est un rêve, quoi. Parce que moi, je suis aussi une génération qui a vécu la Coupe du Monde Argentine, avec tous les petits papiers. Enfin, c'était trop jeune pour t'en souvenir, mais ça avait été. C'était la grande. C'était l'époque de Kempes, et il y avait eu vraiment un phénomène autour des bleus ciel et blanc argentins. Et puis, c'est aussi les couleurs de Bayonne, bleu ciel et blanc. Et puis c'était les couleurs de Cambridge, pardon, erreur. Oui. Et voilà, donc c'est vrai qu'à l'époque, quand je dois essayer de tenter un niveau supérieur, j'ai la possibilité d'hésiter entre le PUC, qui a un couleur violet, j'aime pas le violet. Donc si tu veux, j'ai choisi le bleu ciel et blanc et le Stade Français n'était pas encore le grand club qu'il est devenu par ailleurs. Donc j'ai eu cette opportunité et puis je me suis entraîné comme un dingue pendant tout l'été, et puis voilà, j'ai tenté l'aventure pour jouer le match le plus important de ma vie, qui était un match assez moyen au mois d'août, à l'occasion duquel tu as tous les joueurs du Racing, tous les titulaires, si tu veux, qui remontent de Biarritz ou de Saint-Tropez, etc., avec du sable dans les pompes, et puis qui font ce fameux premier test dans lequel tu intègres quelques nouveaux que tu as été pioché dans la banlieue, j'en faisais partie. Et donc pour moi, tu vois, j'avais qu'une obsession, c'est de réussir ce match qui pouvait peut-être me permettre de mettre un pied dans ce club mythique. Dans ce monde-là. Et alors en plus, je crois qu'il y a eu une dizaine d'années d'ailleurs de sport de haut niveau, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sent déjà ta fibre créative que tu m'as dit off micro, que tu avais aussi travaillé sur la créa, le design, l'architecture, la publicité, donc tu avais aussi déjà cette dualité sport et créa, j'ai l'impression. Ouais, je pense que c'est sans doute aussi familial, puisque j'ai une maman artiste et puis un père qui était chercheur, enfin en tout cas qui était ingénieur et qui était constamment dans la quête de nouveaux brevets, etc. Donc j'ai toujours été soumis un peu à ça m'amuse. Et puis l'architecture aussi te donne un peu la base, le goût des jolies choses. Pour ensuite tout détruire, parce que c'est un peu le principe mais il faut d'abord passer par la base, apprendre toutes les bases, tu vois, c'est assez amusant parce qu'il y a un parallèle dans le rugby où sur la porte du collège de rugby dans la ville de rugby en Angleterre, le claim c'est obéir pour apprendre à désobéir.
Et je trouve ça pas mal, quoi. C'est bien de faire la révolution, mais tu fais la révolution sur des bases concrètes, quoi. Il faut maîtriser ses gammes, déjà. Voilà. Si tu veux concrétiser tout ça, je prends souvent l'exemple de Picasso. Si tu veux, Picasso, Guernica, je le mets pas dans mon salon. Mais quand j'apprends que Picasso est un dessinateur incroyable, qu'il est passé par la période bleue, et qu'il a donc appris à construire pour déconstruire ensuite et se faire sa créa, moi, c'est une démarche que j'aime bien. Tu vois, je suis moins... J'aime bien savoir ce que je vais faire, comment je l'ai fait. Peut-être que je perds un peu en spontanéité, c'est-à-dire que l'artiste de rue, le graffeur, le truc, j'aime bien, mais je suis rassuré par le fait qu'il ait des bases et qu'il ait une culture, en fait. Alors les valeurs, c'est un point important du rugby, parce qu'on va parler aussi d'entrepreneuriat dans ce podcast, c'est quelles sont les valeurs qui sont pour toi les plus inspirantes? C'est ce côté collectif, c'est ce sens du dépassement. Tu sais, qu'est-ce que tu as retrouvé finalement après? Tu sais, c'est celle qui t'oblige, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la vie de tous les jours, on essaie de t'inculquer une éducation, une culture, l'esprit d'équipe, l'engagement, un petit degré de souffrance pour pouvoir connaître tes limites et savoir jusqu'où tu vas. Mais le sport te l'impose, t'as pas le choix. Et dans un sport, en l'occurrence, de combat collectif, qu'est le rugby, si tu ne respectes pas ces règles de base, qui créent l'harmonie, si tu veux, sur un terrain de rugby avec de l'herbe, tu t'exposes à mettre en danger ton intégrité physique, tu t'exposes à la blessure. Donc finalement, il y a une espèce d'entente cordiale, tu as une espèce de paix sociale, paix religieuse, paix politique pendant une heure et demie où tout le monde se serre les coudes parce qu'on a la trouille, parce que ça peut saigner. Et donc, malheureusement, quand tu as peur, tu le fais par obligation. C'est pour ça que les ponts, les allégations que les gens peuvent faire parfois entre le rugby et la vie de tous les jours, elle est un peu délicate, parce que si tu veux, je vais pas monter au premier étage et mettre une grande baffle à mon comptable parce qu'il a fait une erreur. Dans le rugby, c'est ce qui se passe. La première sanction, c'est pas le public, c'est pas le truc. C'est un côté physique, c'est tes très potes, fort. Et c'est tes potes qui te disent, t'as fait une grosse connerie, là, il faut, reprends-toi, et puis surtout, tu te relèves tout de suite, tu te roules pas quatre fois, tu vois, sur la pelouse, tu fais pas semblant d'avoir mal, tu feintes pas le penalty. Moi, je fais des petits clins d'œil à mes copains footeux. Mais dans le rugby, très, très petit, on t'apprend les règles. Moi, j'adore le foot, mais si tu veux, on leur apprend à tricher. Donc, ils suivent la loi. C'est ce côté discipline. C'est intéressant ce que tu dis, parce que sur l'entrepreneuriat, on dit toujours aussi la discipline, c'est un point clé. Ouais. Là, on sent c'est une discipline qu'on s'impose et qui est nécessaire. Qui est nécessaire. Elle t'est imposée, ça tombe bien. C'est pour ça qu'on te parle souvent du rugby comme complément de la vie, ou sport éducatif, ou école de la vie, pour utiliser le terme exact, mais c'est obligé. T'as pas le choix. Quelques mots, Franck, sur l'évolution du rugby, parce que c'est un sport qui a quand même pas mal évolué depuis quelques années. Comment tu vois cette évolution, toi ? Écoute, je la vois très positivement. Moi, j'ai vécu 10 ans d'amateurisme marron, donc c'était pas tout à fait officiel. On avait un petit peu d'argent, on avait des emplois du temps qui étaient extrêmement contraignants, qui étaient quasiment ceux des pros, moins les entraînements personnels, puisqu'aujourd'hui, les pros ont des contraintes avec des plannings qui sont imposés par le club, mais doivent rajouter, si tu veux, des entraînements personnels pour peaufiner certains aspects, que ce soit le fond, ou la vitesse, ou la musculation. Nous, à l'époque, si tu veux, moi, je touchais pas une barre. Comme je suis né un peu costaud, j'avais qu'une trouille, cette perte de la vitesse en faisant de la musculation, ce qui était complètement idiot, parce que tous les sprinteurs font des squats. Mais la première fois où on a fait beaucoup de musculation, c'était au bataillon de Joinville, j'ai fait une espèce de passage éclair avant de partir en Coupe du Monde dans cette structure militaire. Et j'étais terrorisé par le fait de prendre du poids, quoi. Et donc c'était un niveau culturel, si tu veux, et médical qui était vraiment très amateur, tout aussi amateur que nous. La seule chose qui n'était pas, c'était la contrainte de temps, parce qu'on avait quand même 3 entraînements par semaine, et puis tu n'avais pas un week-end de libre. Mais j'aurais été ravi, moi, de connaître cette expérience. J'aurais fait 10 kilos de plus de je sais pas quoi, de viande, de muscles, de machin, etc. Et puis j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais essayé de me défendre. Je ne sais pas si j'étais formaté, si tu veux, pour vivre ça, parce qu'en fait, on a eu l'occasion de tester en fait cette vie professionnelle, et tu la vis lorsque tu es en tournée. Quand tu pars 5 semaines en Australie, en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud, tu fais que ça. Donc tu t'entraînes, tu te fais un strapping le matin, tu n'enlèves pas ton strapping à l'heure du déj parce que tu sais que tu vas te réentraîner l'après-midi.
Et puis finalement, c'est assez fatigant. Donc quand tu rentres, tu te couches, ou tu lis 2 pages de Kafka qui t'aident à t'endormir. Mais c'est une vie. En fait, ce qui est génial, c'est la variété, quoi. C'est de s'adapter, c'est d'avoir la chance de bouger, de faire plein de choses. Tout ce qui est récurrent, tout ce qui peut devenir un peu agaçant, un peu lassant. L'homme s'habitue à tout, même au luxe. Donc je pense que le vrai charme, c'est la différence, c'est de pouvoir passer justement du rugby à une activité professionnelle, d'être toujours dans le même truc. C'est pour ça qu'on utilise souvent ce mot-là comme un mot négatif, mais on te dit, voilà, c'est un truc de fonctionnaire, tu fais toujours la même chose. Ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs. C'est une image un peu réduite, mais... Voilà. Alors ça amène à la deuxième partie, Franck, c'est justement cette transition de joueur à entrepreneur avec Eden Park. Donc d'où elle est née cette idée finalement, et cette deuxième vie, et le démarrage de cette nouvelle vie en fait. Écoute, elle m'a cueilli un peu de la même manière, puisque lorsque nous avons la chance, après avoir fait un certain nombre de facéties pour se distinguer un peu des autres équipes, et puis simplement parce que l'équipe était composée de joueurs assez créatifs. Il faut savoir à l'époque que Paris, le rugby à Paris n'existait pas trop. Et que moi, je suis tombé dans un groupe de dingos, qui est extrêmement créatif aussi. Et à l'époque, encore une fois, le rugby on se partageait entre les études et le sport de haut niveau. Et je suis tombé dans une équipe où il y avait vraiment des mecs passionnés, inventifs, créatifs. Et puis je ne sais pas pourquoi, mais un jour à Bayonne, Jean-Baptiste Lafont, qui était l'arrière de l'équipe, décide, en hommage à ses grands-parents qui auraient été basques, c'est toujours pas si c'est vrai, ils auraient été basques, et pour leur rendre hommage, Jean-Baptiste décide qu'on va jouer avec des bérets sur la tête à Saint-Léon, à Bayonne, dans l'antre, si tu veux, du Pays Basque. Et en fait, c'est la première facétie qui nous a permis de gagner le match à Bayonne, parce que quand tu joues avec un béret sur la tête, petit 1, t'as peur qu'on te pique ton béret sur le terrain, petit 2, t'es en Pays Basque, donc la pression est énorme, et insensiblement, t'as 2 enclumes sur les épaules qui t'obligent à gagner. Donc, il se trouve que les choses se sont très bien passées, on a gagné le match, on a envoyé nos bérets dans la tribune, et ça a été, si tu veux, la première facétie très, très forte qui a commencé à construire l'ADN du Racing de l'époque. Et on a fini par gagner tous nos matchs jusqu'à la veille de la première finale en 1987, en mai 87, qui se jouait à l'époque dans notre jardin qui était le Parc des Princes, avant de devenir celui du PSG. Fatalement, tout le monde nous attend. On a fait un certain nombre de facéties, tout le monde nous attend en disant « Qu'est-ce que vous allez faire à l'occasion de cette finale ?» Et en fait, pour symboliser l'état d'esprit un peu irrévérent, un peu décalé, si tu veux, de cette équipe, on décide de jouer, à l'initiative d'Éric Blanc, on décide de jouer avec des nœuds papillons roses, pour symboliser cet état d'esprit. Alors rose, parce que on avait une mascotte qui était la panthère rose, et puis nœud papillon, parce que symbole, si tu veux, d'une soirée un peu exceptionnelle. Nous ne savions pas, petit 1, que nous allions perdre cette première finale, nous ne savions pas que nous allions revenir en 1990 pour la gagner cette fois-ci, et à l'occasion de chaque finale, d'ailleurs, le Racing joue avec... ou en tout cas fait une facétie, et ça, c'est toujours d'actualité. Mais voilà, ce nœud papillon, tu vois, résonne dans une presse pas seulement sportive, au lendemain de la finale, mais dans une presse économique, people, et devient un symbole de club, presque même un logo avant l'heure, avant de créer quoi que ce soit. Okay. Dans la foulée, moi, je saute dans l'avion pour partir jouer la première Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande. Et j'ai mes copains régulièrement au téléphone qui me disent « Mais c'est incroyable, on est invité dans toutes les émissions. Barclay nous a invités à la soirée blanche à Saint-Tropez, on va tous descendre. » Et puis blablabli. Et puis je reçois un truc le lendemain en disant « On était à la soirée, Barclay nous propose de faire un disque. » Je dis « Mais qui sait chanter ? Personne. Mais c'est pas grave, on va faire un disque. » Et on fait un disque, et ce disque, il existe. Et il y a une bascule dans un autre monde. Il se bascule dans un monde. On est le premier boys band de l'époque, tu vois, pratiquement. Les to-be-3 de l'époque. Et to be two. To be a lot. To be two, to be small. Mais on fait les trucs et on passe 40 fois, si tu veux, en prime time dans toutes les émissions de l'époque, de Sébastien, de Chavannes, Marc Toesca, enfin Jacques Chancel, enfin on fait tous les trucs de folie, et tout le monde à chaque fois, les petits mecs aux nœuds papillons roses,
Et nœud papillon rose, et nœud papillon rose, et nœud papillon rose. Et tous ces gens-là, finalement, spontanément, la presse a créé un logo avant l'heure. D'accord. Et ça nous a forcément, à un moment donné, après 27 ans d'études, ça nous a forcément déclenché l'envie de se dire mais il faut faire un truc avec ça. Faut faire du vin, il faut faire du champagne, il faut faire... Et puis finalement, une autre idée est venue. Donc la mode, mais alors justement cet attrait finalement sur la mode, tu l'avais avant ou ça a été, comme tu l'as dit, il fallait formaliser un projet et tu t'es dit ah oui c'est ce projet-là. Si tu veux, c'était très français, ça aurait pu être effectivement du vin, ça aurait pu être du champagne ou autre chose, mais légitimement, en réfléchissant un peu, on s'est quand même dit qu'on avait appris à déchirer, on nous avait appris à déchirer des maillots de rugby, que ça serait peut-être intelligent d'essayer d'apprendre à les fabriquer. Et cette légitimité, si tu veux, elle pouvait nous aider en communication. Oui. T'as un lien en vêtement déjà. T'as un lien en vêtement, il te faut un produit iconique quand tu lances une marque. Donc on s'était un petit peu renseigné, on avait regardé quelles étaient les autres marques qui avaient leurs propres produits iconiques. Et là, c'est légitime, tu dis, ce sont des rugbyman. Bon, voilà, c'est pas déconnant de lancer une première collection de 60 pièces sans savoir, si tu veux, que ça nous emmènerait là où ça nous a emmené. Au début, c'est un jeu. D'accord. On est en 87, là. On est en 87. Et le Eden Park, ce qu'il faut dire, c'était ce stade un peu marquant lié à ce match, quoi. Exactement, ouais. Puisque après la finale qu'on joue en France avec les Papillons Roses, je pars donc en Nouvelle-Zélande à Auckland et on joue la finale. Waouh, ça a dû être quelque chose, ça, quand même. Dans le berceau de l'humanité du rugby. Voilà. Et donc on joue sur cette pelouse de l'Eden Park, si tu veux. On perd aussi la finale de la première Coupe du Monde, après avoir vécu une demi-finale extraordinaire contre l'Australie. Et puis fatalement, je suis là-bas sur place. Je ne sais pas encore très bien, moi, ce que je vais faire. Je découvre une marque néo-zélandaise qui s'appelait Canterbury à l'époque. Okay. Et qui équipait les voileux, les rugbyman et quelques néo-zélandais. Et je m'intéresse à cette marque, je la trouve sympa. Et je vais à Christchurch pendant la Coupe du Monde rencontrer les dirigeants en leur disant ça vous intéresserait pas moi j'aimerais beaucoup importer votre marque et de la distribuer en Europe. Ouais. Et les gars m'ont très gentiment répondu qu'ils n'étaient pas prêts à l'époque. Et donc, tu vois, tu commençais à gamberger, à mûrir le projet. À gamberger, et puis sur Eden Park, ça marche bien, 2 fois 4 lettres, machin, tu glisses le nœud papillon ça sonne bien. Entre les deux, et puis c'est un peu anglo-saxon. Alors aujourd'hui, en 2025, tu te dis, parfois je me pose la question de savoir si il n'aurait pas mieux fallu utiliser un nom français, parce que tu crées des confusions. Ouais. Mais pour voyager, pour essayer d'être internationaux, voilà, il y a une espèce de logique qui fait qu'à un moment donné... Tu étais allé sur ce projet. Alors c'est marrant, je pensais à la phrase de Steve Jobs, Connecting the Dots. Tu as fait du Connecting the Dots, tu as connecté le Eden Park, le stade, le NEPAP, et tu as créé la marque. Et alors en quelques mots, les grandes étapes... peut-être pas faire toute l'histoire, mais tu as dit au début, tu lançais avec un peu par opportunité ces premiers maillots et tout, puis finalement ça devient une vraie boîte. Ouais. Ça a été quoi les étapes un peu piliers, tu dirais, un peu clés, quoi? Si tu veux, quand tu te lances à 27, 28 ans dans un truc comme jeune, ça, même pas 30, quoi. D'abord, je plaque 6 ans de rugby, c'est-à-dire que je vais voir mon cher papa et ma maman en leur disant vous n'allez pas le croire, les gars, mais je me lance dans les fringues. Oui. Alors, j'ai un père qui est industriel, tu vois, et j'ai vécu comme dirait Jean-Baptiste Lafont, j'ai grandi avec une cuillère dorée dans la banlieue bourgeoise de Paris, et donc si tu veux, quand tu annonces à tes parents que tu plaques l'archive, que tu passes même pas ton diplôme, mais que tout d'un coup tu te lances dans une aventure de vêtements. Oui, entrepreneuriale en plus. Je les remercie parce qu'ils ont été vraiment au soutien, tu vois. Ils auraient pu m'engueuler, me dire mais c'était cinglé, tu vois. Mais j'étais tellement convaincu et tellement déjà attiré, si tu veux, par cette aventure entrepreneuriale et par l'évidence, parce que quand tu as un logo, ça y est, tu avais une marque, quoi. Tu n'avais pas à la construire. C'est toute la différence que tu peux avoir avec la difficulté d'en lancer une aujourd'hui. Et puis tu avais spontanément la communication qui apparaissait tous les lundis dans les journaux, puisque quand tu jouais au rugby, tu avais des comptes rendus dans les journaux, dans l'équipe ou dans le journal du rugby qui s'appelle le Midi Olympique. Et à chaque fois, tu avais le petit compte-rendu. Et comme tous les journalistes à l'époque étaient adorables et que le rugby était amateur, il y avait toujours cette petite question, si tu veux. Et votre aventure Eden Park, alors comment ça se passe? Ça grandit. Donc tu avais cette communication spontanée qui s'est fait naturellement. Tu vois, une attente qui était en train de naître, quoi. Et puis comme une campagne un peu institutionnelle, tous les jours. Donc dans l'univers du rugby, si tu veux... je te donne un exemple, mais lorsqu'on a ouvert notre première boutique qui était rue de Courcelles, dans le 17e arrondissement... la première année, quand a lieu le tournoi des 5 nations à l'époque, parce qu'à l'époque ça s'appelait pas 6 nations, c'était 5 nations, il n'y avait pas l'Italie, tu avais une colonne de bus, je sais pas, du 25 bus
qui, avant d'aller au Parc des Princes, s'était arrêté à la boutique. Et donc, tout l'univers du rugby, si tu veux, que je remercie encore, est venu... T'as porté, finalement. En disant, on va faire un premier achat. Et donc, je savais un peu qu'il y aurait cette nomenclature, je ne sais pas comment tu l'appelles, tout le monde, cette entraide incroyable entre rugbyman à l'époque. Et donc, j'ai aussi été conseillé sur le fait de ne pas me tromper sur la nature du produit qu'on allait élaborer. Et donc, on a vraiment choisi un positionnement haut de gamme, un produit qui est magnifique, qui était un peu extraordinaire en termes de matière, qui était un coton vraiment... C'était quoi? C'était le premier, c'était C'était un maillot de rugby. Maillot, vraiment. Un vrai maillot de rugby. Démarré par le maillot. Le maillot de rugby. Et il fallait que ce soit le meilleur, si tu veux. Et très rapidement, il a fallu autour... alors, tu as le produit que tu portes pour jouer au rugby. À l'époque, on jouait encore avec ces maillots en coton. Et puis, en dehors des terrains, tu avais le blazer, qui était le second produit iconique du rugby, qui est aussi, lui, très symbolique. Tu sais, avec la cravate, tu as des échanges entre capitaines, les échanges de cravates. Et le blazer, c'est le Graal, si tu veux, pour rentrer au bain-douche, avec le truc du Racing. J'en porte un d'ailleurs pour le podcast. Les auditeurs, ils ne voient pas, mais il est bien. Hein. C'est très, il y a un côté un peu light, léger. Et raffiné aussi. Oui, on a tout de suite utilisé des matières assez nobles et on a été conseillé vraiment. Voilà, j'étais bien conseillé puisque dès que j'arrive au Racing, je sais pas très bien encore comment je vais créer la boîte, sous quelle forme. Et donc, pour me roder, je passe 18 mois chez ces gars-là qui me donnent aussi quelques notions de marketing. D'accord. Et où j'ai vraiment un peu appris ce qu'était une marque, comment tu la travailles, comment tu l'utilises, comment tu arrives à finalement mettre bout à bout tous les paramètres. Parce qu'en fait, c'est pas si évident que ça, quoi. D'accord. Il y a une spontanéité, bien sûr, tu as l'enthousiasme, bien sûr, tu te lèves le matin avec envie parce que c'est ta boîte et que tu as envie de la développer, mais il y a quand même quelques règles que je ne connaissais pas et qui m'ont été inculquées. Ouais. Donc ça, voilà, on arrive sur la troisième partie qui est autour d'Eden Park. On a bien commencé déjà, qui est devenue une marque iconique. Aujourd'hui, combien d'ailleurs de points de vente? Un peu beaucoup, hein. On est plus de 300. Oui, bon, il y a une centaine de magasins, il y a plus de 100 magasins à l'enseigne, si tu veux, dans le monde, c'est un grand mot. Hein. On a mis un doigt de pied dans 34 pays, mais on a honnêtement, 5 ou 6 pays vraiment consolidés. C'est quoi les grands pays, en plus de la France, que tu citerais? C'est les pays frontaliers. Tu as la Suisse, la Belgique, tu as l'Irlande, dans lesquels on est vraiment bien. Une bonne implantation, pour moi, et pour pouvoir en parler, c'est au moins un magasin à l'enseigne et puis un réseau de multimarques qui fait que tu commences à avoir c'est très snob, un network. Oui, un réseau, comme on dit, un maillage de distribution. Voilà, un réseau qui tient la route et autour duquel tu peux articuler une communication et tu peux vraiment parler de marque. Après, on a par exemple 2 boutiques à Koweït, des boutiques au Liban qui sont éparses, mais qui constituent pas vraiment encore des marchés très très solides. Mais nous avons déjà prouvé que la marque pouvait fonctionner dans des pays qui sont d'une part complètement détachés du rugby, parce qu'on véhicule aussi l'image d'une jolie petite marque parisienne. Donc le job de la construction des 30 premières années, c'était de rendre sexy le truc, tu vois, et de pouvoir peut-être un jour passer à une autre dimension avec d'autres personnes. On aura besoin d'autres personnes, mais c'est un peu le principe, quoi. Alors, c'est impressionnant quand tu racontes, parce qu'au début, ça paraissait, comme tu le dis, quelque chose un peu comme ça, où tu démarres un peu par passion avec ce premier maillot, et puis quand même, ça fait près de 40 ans que vous êtes là, tu as construit toute une entreprise. Ça a été quoi finalement les clés d'évolution? Ça a été un peu de dupliquer les points de vente, les collections, comment a été les... Ça a été de suivre finalement un chemin raisonnable. Alors d'aucuns te diront peut-être que ça a pu manquer d'initiatives aventureuses, mais je me suis jamais risqué dans le bizarre, comme dirait Audiard. Je suis resté un peu dans le tout venant. C'est-à-dire que j'ai vécu les choses progressivement. Step by step, comme on dit. Step by step. On est passé à travers toutes les crises, par exemple, depuis 2008, et on y a résisté, ce qui veut dire que les valeurs foncières... Ça faut le faire, quand même. Ça veut dire que les valeurs foncières de la marque sont là, elles sont solides. Je te parlais de la solidité des produits, de la qualité. Alors c'est vrai qu'on est très rattaché à un univers qui est celui du rugby, avec ses qualités, ses défauts. Mais puisqu'on a pas mal parlé de ses qualités, de ses vertus un peu autour de l'éducation, je pense que ça parle pas mal aux gens, et surtout en 2025. Et donc, voilà, c'est pas du tout... je dirais pas que le rugby est un sport réac, parce que ça serait
Ça serait prendre un raccourci, mais c'est vrai que ces valeurs, elles sont universelles. Elles sont universelles, et puis elles sont plutôt à la mode en ce moment, et tout le monde en parle. Donc ça vient consolider, si tu veux, toute l'image marketing que tu as autour de la marque, au-delà de la qualité des produits, et puis d'une assiduité, et puis de mon implication, parce que je suis toujours très très présent, je suis passionné, et puis j'ai encore envie que ça dure. Et puis je suis aussi responsable de, entre guillemets, ou sans les guillemets, de 200 personnes. Quand même, hein. Et ça te fait flipper. 200 au siège, au permanent. Ouais, oui. 200 en tenant compte aussi des gens dans les boutiques. Donc c'est une forme de responsabilité, parce que tu entraînes des gens, tu les convaincs de te suivre dans une aventure qui pourrait, qui doit continuer. Et qui est entrepreneuriale en plus. Et qui est entrepreneuriale, ouais. Et puis c'est très amusant aussi parce que les gens font souvent aussi la transition, si tu veux, d'utiliser un peu ce que j'ai pu garder du sport. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de sportifs aussi chez Eden Park. C'est plus facile. C'est plus sensible dans les recrutements, sans doute un peu, forcément. Tu as un langage commun, si tu veux. Tu as un langage commun, tu as des... Ouais, franchement, c'est plus facile. C'est plus facile. Des référents intéressants. C'est pas toujours évident pour les gens qui ne viennent pas de l'univers. Mais tu n'es pas obligé d'être un sportif de haut niveau. Tu vas marcher dans la forêt. Pour moi, je pense que tu vas respirer dans la forêt, tu es sportif. Mais de pouvoir avoir une forme de détachement avec des petites notions d'effort, de douleur, qui ont tendance à disparaître un peu. De résilience, comme on dit. Et sur le style, après, tu as organisé, donc le design et le style, ça reste un point très important. D'ailleurs, on l'a senti dans le showroom, il y a cette âme un peu très style. Comment tu as organisé sur ces 200 ? C'est vraiment de la distrib, du style et du design, une équipe plus commerciale ? Comment ça s'organise finalement Alors, d'un point de vue style, si tu veux, j'ai tenu la baraque autant que je pouvais, et à un moment donné... T'es designer, t'es devenu designer finalement. Quand t'es entrepreneur, à un bout d'un moment, t'es rattrapé par meilleur que toi. Enfin, c'est le but, c'est qu'à un moment donné, t'arrives t'entourer, comme on dit. Tu t'entoures. Et dans le rugby, c'est très important. Ça aussi, c'est un réflexe qu'on a, qui est très natif chez nous, c'est qu'il faut s'entourer. Tu sais que tout seul sur un terrain, tu n'existes pas, donc il faut que tu t'appuies sur le grand, qui fait 2 mètres, sur le costaud, et celui qui va mettre le nez là où toi tu mets pas les doigts, et tu arrives à créer une complémentarité. Donc dans une entreprise, c'est vraiment la même chose. Donc très très vite, tu te fais déborder par des gens qui sont meilleurs que toi dans tous les domaines, et puis tu essaies de garder. Moi, j'ai gardé... je suis un peu le gardien du temple, si tu veux, du branding. J'essaie de contrôler autant que je peux, parce que j'ai des gens qui sont très bons et qui sont même meilleurs que moi, plus jeunes que moi, qui m'amènent aussi des systèmes qui sont beaucoup plus modernes. Toute la digitalisation, si tu veux, je patauge un peu, mais j'essaie d'apprendre, en tout cas j'essaie de comprendre. Mais j'ai fatalement des gens qui sont bien meilleurs que moi dans tous ces domaines. Donc petit à petit, tu organises ton style. J'ai une équipe de style qui est très costaud, parce que tu dois, si tu veux survivre aussi avec une marque, il faut pas que tu rates la tendance. Tu peux avoir un ADN très fort. C'est ça qui est dur, c'est qu'il y a le côté durable, comme tu dis, pérenne, durable et pilier, mais en même temps, il faut quand même avoir cette évolution dans l'air du temps. Il faut. Donc j'ai un DA, si tu veux, qui voyage dans le monde entier, qui me ramène des tendances du Japon, des États-Unis, d'Angleterre et d'Italie, principalement. Et puis tu mélanges ça avec tes caractéristiques ADN qui, dans le rugby, sont très fortes, la rayure horizontale, notre bouton ovale, des codes couleurs qui sont très forts, qui sont un mélange de ceux du Racing avec ceux du nœud papillon rose aussi. Donc tout ça est très normé. Mais justement, si tu veux remettre du peps et continuer à intéresser, à réveiller tes clients chaque saison, il faut ce talent qu'a Vincent Nadal, qui est notre DA, et qui lui ramène la dernière tendance du dernier moment. Tu peux pas la louper. C'est ça le plus dur, je trouve, du business, cette espèce de renouvellement qui est un peu induit par le monde de la mode. Ça, c'est un peu plus dur, tu trouves, ou comment tu vis ce truc-là ? Parce qu'il y a un côté très saisonnalité un peu. Oui, t'as une petite part de risque qui est assez relatif, tellement l'ADN est fort chez nous, mais tu as quand même cette petite part de risque que doit prendre un directeur artistique, et voilà, en nous amenant de la nouveauté. Et sinon, tu endors tes clients, qui sont extrêmement fidèles, demandeurs, alors qui veulent bien sûr retrouver leurs racines, qui veulent retrouver justement ces éléments un peu forts qui leur rappellent le rugby et toutes les valeurs qui lui sont liées, mais tu dois aussi amener des choses très modernes. Et mais il faut pas secouer, il faut pas non plus trop faire la révolution, tu vois. Mais il faut rester dans les piliers de ta marque. Mais voilà, il faut que j'ai cette vigilance
permanente de savoir ménager, si tu veux, l'existant et la clientèle fidèle, mais aussi réveiller un peu le mammouth, parce qu'il faut qu'on soit moderne, il faut aussi qu'on pense à la transmission, à la transition. Aujourd'hui, aujourd'hui, Eden Park, ça peut être considéré comme une marque d'ancien. Mais on a sauté une génération et maintenant ce sont les enfants qui se réintéressent à la marque, qui est un revival, parce qu'ils veulent aussi des choses vraies, ils veulent qu'on leur raconte des histoires. Et une marque, t'es aussi attaché à ça. Enfin, moi, t'as le style, bien entendu, si c'était dans une mode pure, mais quand on parle de marque un peu solide, eh ben, t'as envie de comprendre l'histoire et puis de participer, d'être acteur aussi de cette marque. Tu vois, justement, dans les produits phares, tu as mentionné le polo au début qui était clé pour le rugby. C'est quoi les quelques produits que tu trouves incontournables dans la gamme aujourd'hui, finalement ? Bon, écoute, c'est le vestiaire classique d'un homme qui s'habille du lundi au vendredi, qui peut flancher sur du Friday wear, comme on disait il y a 10 ans, donc qui peut se décontracter un peu, qui peut être formel, qui peut encore avoir envie de temps en temps d'avoir un costume assez souple avec une cravate dans un style plutôt italien qu'anglais, mais tu retrouveras tous les produits d'un polo piqué, bien sûr toujours en essayant d'apporter une petite touche élégante, tu vois. J'aime bien. Tu peux avoir une élégance. Enfin, tu vois, Jane Birkin avec un t-shirt simple, oui, c'est très simple et un jean garde cette élégance. Et moi, je suis très attaché. On n'est pas là pour déguiser les gens, donc je suis là pour essayer de m'adapter, les révéler un peu, les révéler. Et Dieu sait si dans notre univers, parce qu'on a une partie de clientèle qui reste quand même les rugbyman, ils sont un peu comme moi, tu vois, on est un peu difforme, quoi. T'as des grosses cuisses, t'as des trucs, et donc moi l'idée c'est pas d'essayer de les transformer, mais c'est d'essayer finalement de rendre leur silhouette harmonieuse. Et tu peux faire 2 mètres ou tu peux faire même 1 mètre cube, parce qu'on a des piliers, des talonneurs qui font 1 mètre cube. Ben, tu peux arriver à créer l'élégance. Et puis voilà, au-delà de l'élégance qu'ils auront toujours intérieurement, puisqu'ils ont joué au rugby. Mais c'est une vraie problématique. C'est intéressant. L'élégance, ça va être un de tes mots-clés, quoi. C'est dans les créativités, élégance, tu mettrais les 2-3 mots-clés qui définissent la marque, tu mettrais lesquels, toi ? Ouais, élégance, décalage, parce que j'aime bien aussi surprendre, comme tu as dit. Surprendre, puisqu'on a la possibilité, si tu veux, de légitimer cette idée. Si jamais tu arrives avec une idée marketing en disant, voilà, on va être décalé, mais les gens te disent, mais au nom de quoi ? Nous, on leur dit, au nom de notre histoire. On est allé au Parc des Princes jouer une finale du championnat de France avec des nœuds papillons roses. Oui, c'est vrai, c'était déjà décalé. Et donc, tu as fait ce petit mouvement du carpe diem où tu y es allé. On a cette preuve. Et donc, cette preuve, elle peut nous aider à aller un peu loin, même en communication, avec des campagnes qui sont parfois osées. Et voilà, simplement parce que derrière, si jamais quelqu'un nous engueule, tu lui dis, oui, mais regardez, c'est pas un hasard, quoi. On le fait par rapport à notre ADN. C'est notre culture. Franck, merci beaucoup. Alors, on arrive dans la toute dernière partie du podcast. Alors là, on va aller un peu plus sur l'engagement, la transmission, l'éducation. Je sais que c'est des valeurs qui sont importantes pour toi. Y a eu les Papillons du Ciel, il y a le collège aussi Madagascar, cette association. Qu'est-ce qui est important pour toi ? T'as prolongé, puis il y a tout le côté durable aussi autour de la mode qui a fait pas mal parler, d'être sensible à cette évolution. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais donner sur ce côté un peu plus engagement, un peu plus société, on va dire ? Écoute, le côté associatif et la création des Papillons du Ciel, c'est directement pompé chez les Anglais, si tu veux. Les Anglais sont toujours redevables, et eux aussi, dans leur éducation, tu sais qu'ils ont une éducation qui est très au point, un peu plus que la nôtre. T'as l'air d'être marqué par le modèle british. Ça fait plusieurs fois que tu aimes bien cette élégance, ce style qu'ils ont. Écoute, je crois que l'éducation française est repassée au 16e rang mondial, quoi. C'est trop lourd, oui, c'est vrai. Il y a des petits... Voilà, par rapport même au nordique, on parle même pas de l'Angleterre, mais c'est vrai qu'il y a une philosophie de vie. Donc je pense que c'est une erreur de penser que tu peux passer à travers ça, que tu peux ne pas avoir un système éducatif dans lequel tu intègres bien sûr le sport, parce que quand tu es un môme, tu as un pouvoir de concentration qui est relatif, et donc si tu vas respirer l'après-midi,
pour faire n'importe quoi, du sport. En général, tu t'ouvres les chakras et c'est hyper bénéfique. Donc moi, j'en suis archi convaincu. Et donc, de la même manière, je me suis inspiré, nous nous sommes inspirés, le rugby français s'est inspiré des British. Et il n'y a pas que nous. Hein. Nous, on a eu la chance on a créé les Papillons du Ciel et puis on a même un projet, je dirais, presque propriétaire qui est l'école qu'on a construite à Madagascar. Mais tous les rugbyman sont liés à des associations. Et d'une manière générale, beaucoup de sportifs donnent ou redonnent, si tu veux, ce qu'on leur a offert, puisqu'on est des gosses gâtés pendant 10 ans. Tout le monde est gentil avec toi, tout le monde te brosse dans le sens du poil. Et donc, on est redevable aussi, nous, vis-à-vis d'une certaine notoriété, de rendre un peu l'appareil. Donc, on travaille tous pour des assos. Et puis non, on a eu l'opportunité aussi, par rapport à ce côté éducatif, de se dire, éducation égale école. Et puis, on a eu l'opportunité à Madagascar de construire un collège. Et il existe toujours, il y a 100 élèves qui grandissent. Et on a même eu, depuis maintenant 8-9 ans, on a à peu près une douzaine, 13 personnes qui ont eu un vrai job, si tu veux, qui sont partis d'une petite case en bois sur une île paumée, tu vois, et qui aujourd'hui sont infirmiers, étudiants, bossent dans le juridique, etc. Et donc c'est assez plaisant, quoi. C'est chouette, parce qu'ils n'étaient pas forcément disposés, si tu veux, à avoir ces métiers-là et à grandir. Et beaucoup de gens sont impliqués dans la boîte. Tu as des gens aussi qui voyagent souvent. C'est-à-dire qu'on offre la possibilité aux gens d'aller passer 10 jours pour apprendre aux élèves quelque chose de différent. Ça peut être de la flûte, du macramé, de la peinture, de la sculpture, ou même de l'informatique. Mais c'est sympa de vivre ces expériences. Ça fait plaisir d'entendre ça, parce que je trouve à l'heure où la politique montre toujours ses défauts, on voit que les entreprises, elles ont leur rôle à jouer dans la société avec ce que tu dis. C'est ça qui est intéressant. Tu as énormément de gens qui le font. Mais il faut le dire, parce que je trouve que c'est ce qui peut faire bouger les lignes aussi. Bien sûr. Côté durabilité, qu'est-ce que tu aimerais dire sur cet aspect aussi de... Alors écoutez, Jacques Chirac. En fait, finalement, de par l'ADN de la marque, on est durable depuis 30 piges. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à travailler le sujet, mais c'est vrai qu'on a des produits de très bonne qualité. Quand tu as des produits de bonne qualité, par définition, tu es durable. Mais il faut quand même retravailler aujourd'hui des nouvelles choses. L'Europe nous impose des normes, donc on se met à jour, et ça, c'est pas mal de contraintes. Donc on a 2 personnes qui sont impliquées ici dans la boîte et qui s'occupent que de ça. Au-delà, si tu veux, du changement des gobelets, du remplacement des gobelets en carton par des mugs qui se lavent. Mais il y a toute une démarche, encore une fois, et tu sais, c'est une éducation qu'on n'a pas forcément eue. Tu sais, moi, je me souviens de gestes que j'ai faits quand j'étais môme, mais qui me semblaient pas catastrophiques, tu vois. Je fumais pas, mais tu voyais dans les années 80 des mecs ouvrir leurs portières de voitures, vider leurs cendriers dans la rue. Oui. Tu ferais ça aujourd'hui. À l'époque, j'étais horrifié, parce que j'avais entendu dire que quand tu jetais une cigarette par terre en Suisse, tu avais une amende de 5000 francs suisses, qui était énorme. Mais en France, il n'y avait pas cette prise de conscience qui aujourd'hui... Alors, écoute, il faut faire la part du colibri. Je ne sais pas si tu connais l'histoire du colibri, mais qu'il y a un gros incendie dans la savane, et tu as un petit colibri qui prend une goutte d'eau et qui va la jeter sur le... Tu as tous les hippopotames, les éléphants, et tout le monde se marre en disant mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais avec ta petite goutte de flotte, etc. Et tu as le petit colibri qui dit je fais ma part. Et je pense qu'il faut... c'est aussi un réveil. Les jeunes nous ont un peu réveillés. Ils disent, les gars, prenez soin de la planète. Alors, tu peux toujours te dire, ok, mais ça représente en France 0,0001% de ce qui se passe dans le monde, et puis et les Américains font ça, et les Chinois font ça, etc. Écoute, je pense que c'est bien de se réveiller, c'est bien d'essayer de protéger autant qu'on peut la planète, et je te dis ça alors que je suis dans un métier qui est assez consommateur d'eau, et donc il faut être vigilant, faire attention, et puis rechercher des nouvelles matières, et les ingénieurs sont brillants, donc on va trouver des solutions, c'est sûr.
Alors oui, donc toute dernière partie, Franck, c'est la partie être CEO aujourd'hui. C'est une thématique qu'on voulait partager en sens positif, hein, pas dans les poncifs français. Non. Mais voilà, ce que tu aimerais transmettre là-dessus, dans un secteur comme la mode, un peu diriger tout ce bateau, et puis même par rapport peut-être des nouvelles générations d'entrepreneurs qui arrivent, ou des défis que toi tu identifies évidemment, et puis autour d'une la numérisation qui est devenue très importante, tout en ayant un modèle physique, vous, parce qu'il faut quand même voir et toucher Bien le sûr. vêtement. Ouais. Comment tu te vois en prospective là-dessus en tant que président, cofondateur d'Eden Park? Écoute, il faut que je sois d'une vigilance extrême à mon âge qui commence à avancer. Il faut que je sois, oui, bien sûr, merci. Mais il faut que je sois très très vigilant, que je sois très à l'écoute. Très à l'écoute, tu vois. Je dois être interviewé par Louise chez nous bientôt, qui va me charcuter un peu sur les rapports qu'il peut y avoir entre ma génération et la génération Z. Oula, tu vas passer sur le grill. J'ai passé sur le grill. T'aimes bien, faut pas se laisser de se faire challenger par les équipes, c'est bien aussi. Il faut être à l'écoute. Et aujourd'hui, si tu veux, on est un peu bousculé parce que si ma génération, quand elle était plus jeune, était encore assez admirative de ses pairs, aujourd'hui, tu es un peu déstabilisé, quoi. Quand tu vois la façon dont tout ce qui se passe un peu dans le monde, ce qui se passe dans notre pays, sans être pour autant négatif et sans être trop franchouillard, il faut... voilà, moi de toute façon, aujourd'hui, c'est rideau sur l'actualité. Je me concentre sur mon rôle d'entrepreneur. Ouais, t'es comme moi, t'es plutôt en musique. Vaut mieux les Beatles, c'est des musiques ou des musiques actuelles que les infos, le quotidien qui tire vers le bas. Parce que ça, c'est intéressant, tu as été sportif. Ce côté mindset positif, il est très important. En France, c'est un sujet. C'est de garder ça. Toujours. Et puis je pense que les jeunes sont assez exemplaires, si tu veux, dans un réveil. Alors, on a été, nous, assez formatés, si tu veux, avec des principes qui étaient ceux qu'on nous a inculqués, qui était une autre culture. Aujourd'hui, je fais quand même une petite parenthèse. Il faut arrêter de rêver. N'imaginons pas qu'on va tu vas pouvoir partir aux Bahamas en vacances avec ta famille sans bosser. Ça n'existe pas. Donc les gens qui t'emmènent dans un espèce de rêve d'hyper tété, d'hyper machin, d'hyper truc, etc. sans bosser. Véhiculé par les réseaux sociaux et une espèce d'illusion. Il faut beaucoup de travail, même en 2025, heureusement. Après, ce n'est pas un gros mot, le travail. Et la mistoufle, si tu veux, de l'entrepreneur, c'est qu'il transforme son travail en passion. Et moi, je suis extrêmement admiratif des gens qui bossent dans l'entreprise et qui ont cette même passion, parce que c'est pas forcément leur job. Moi, c'est facile. Moi, je me lève à 6h du matin, je suis plein pot, si tu veux, parce que j'ai plein d'idées dans la tête, etc. Et donc, l'idée, c'est que j'arrive à transmettre ça aux gens dans la boîte, en leur disant merci beaucoup, parce que l'entrepreneur, par définition, il n'est pas très bon en compliments. Il faut ne jamais oublier que tous les gens qui sont là autour de nous, tu vois, font des efforts alors que c'est pas forcément leur propre bébé, et c'est assez admirable. Donc il faut de la reconnaissance, et c'est un défaut des entrepreneurs, parce que ce sont des compétiteurs, parce qu'ils voilà. Mais ce côté entrepreneurial, il est phénoménal. Il te donne l'envie, il te donne. En plus, quand tu as la chance, si tu veux, de bosser dans un truc que tu adores, que tu aimes, et qui est une jolie marque, liée en plus à une première partie de ta vie, si tu veux, c'est... Depuis 38 ans. Oui, 38 ans, gosse gâté, et par ça, sans occulter le boulot. Mais tu vois, c'est... Cette passion. Voilà, ça se provoque, quoi. La chance, ça se provoque, le truc, ça se provoque, et il faut pas se leurrer... Et ça s'entretient en plus, c'est ce que tu as montré dans ce podcast. Ouais, il faut y aller, mais voilà, le travail n'est pas un gros mot. Et donc voilà. Je précise juste, Alexis, le travail, si tu veux, si tu décides de faire partie de l'harmonie de la vie de tous les jours. Moi, ça ne me dérange pas qu'un mec décide de ne pas bosser si il a son couteau dans sa ceinture et qu'il saute sur un requin pour se nourrir. Mais il gêne pas les autres. C'est son choix de vie. Il s'en va. Mais si jamais on doit vivre en harmonie, je refais une dernière allégation, comme un terrain de rugby, la ville, tu dois t'adapter finalement au système pour que tout ce petit monde arrive à vivre en harmonie. L'harmonie, pour moi, elle est hyper importante. L'harmonie dans une boîte, sur un terrain ou dans la vie de tous les jours. Mais si on décide, tu peux pas râler tout le temps. On peut pas. C'est pour ça que les râleurs éternels qui ne créent pas, moi, m'agacent. C'est pas possible. Enfin,
pars à la campagne, va vivre ta vie, pars avec les chèvres, etc. Et je te respecterai. Mais ne m'impose pas ton système ça n'existe, c'est pas vrai. On est en harmonie, on doit vivre ensemble. Donc il faut trouver des solutions. Super, j'espère que ça éveillera quelques mentalités qui t'écoutent. Alors ça, c'est la question que je me fais un peu, le petit kiff de la fin de l'interview. C'est plus en termes de cinéma, série, création, pièces de théâtre. Là, je te sors un peu du monde de la mode, mais des trucs qui t'ont marqué. Ça peut être un grand film, une musique, une pièce de théâtre, quelque chose, voilà. Alors, peut-être ça aura lien avec l'Angleterre, on ne sait pas ce que tu vas répondre. Non, écoute, j'ai une grande frustration, c'est que je ne lis pas assez. Oui, c'est comme tous ceux qui n'ont pas assez, parfois, manque de temps un petit peu. Ça, tu le trouves le temps. Tu vois, je trouve le temps pour faire du sport, donc. C'est l'écueil des écrans peut-être. Il faut se le mettre il faudrait que je me le mette dans un emploi du temps. En revanche, j'adore le cinéma et je peux pas vivre sans musique. Voilà, donc si tu veux, j'aime. Alors un film et peut-être une musique que tu aimerais citer. Film de référence, un vieux film qui s'appelle Nikita, mais que j'ai revu. Luc Besson, bien sûr. Voilà, que j'ai revu parce que je l'ai montré à ma fille en parlant de l'amour ouf et toi de la lumière du film, de l'amour ouf, et j'ai remontré Nikita, et en fait qui est un film de Besson, bien sûr, et des années 80, et en fait il y a des tas de similitudes sur la lumière et qui est avec plein de points communs. Et en musique, écoute, je suis certains appelleront ça de la musique d'ascenseur, mais je suis fan de Hans Zimmer, je suis fan de Hans Zimmer, Inception et toutes les musiques. C'est un sacré compositeur de musique de film, lui. Ouais, d'une manière générale, tu vois, ça a commencé à l'époque avec John Barry, et puis aujourd'hui jusqu'à Max Richter, qui est aussi un autre. Ah oui, t'adores la musique de film. J'adore la musique de film. C'est vrai. Ouais, c'est une passion, quoi. C'est vrai que c'est beau la musique de film. Je pense que c'est plus 20% dans mon comportement de vie de tous les jours, quoi. Pas mal. Ouais. Tu révèles une petite clé de mindset positif. Ouais, c'est ultra. Enfin, avec de la musique, tu peux faire des trucs dingues, tu vois. C'est vrai qu'on n'écoute pas assez. Ça, je remarque, la musique, c'est un apport exceptionnel dans une vie, dans une journée. Ouais. Ça plug, tu te plugs tout de suite dans un mode. Et tu as des gens qui te disent que ça peut te disperser. Moi, je me mets de la musique pour faire des trucs parfois un peu compliqués. T'arrives à bosser. Tu bosses en musique aussi souvent. Ouais, ça me dérange pas. Ouais. Au contraire. Je rentre dans ma bulle. Et dans des trucs un peu plus compliqués, je me suis passionné pour essayer de réussir quelque chose d'individuel après avoir fait que des trucs collectifs, où j'ai toujours été en groupe. Je me suis amusé, parce que mon père était pilote, je me suis amusé à piloter aussi. Et voilà, pour essayer de réussir un truc tout seul une fois dans ma vie. Donc j'ai passé des licences, et en fait, même en vol, si tu veux, alors que les instructeurs te disent mais c'est hyper dangereux, etc. Et tu as des gens qui arrivent au contraire à être beaucoup plus concentrés avec un peu de musique, et moi c'est ce que ça m'arrive. C'est hélico et avion, tu fais ? J'ai commencé par l'avion, et puis malheureusement je suis tombé dans l'hélico. Non, je suis tombé dans l'hélico. Tu es tombé dans l'hélico. Ouais, je me suis dit, waouh, il est rescapé d'un truc. Pas du tout. Non, c'est un truc, c'est une passion qui est onéreuse, qui est chère. Donc j'y vais, je le fais très raisonnablement, mais c'est un exercice de style qui rejoint à peu près l'addiction que mon fils a pour certains jeux sur les réseaux. Mais c'est un truc de ma boule, quoi. C'est le pilotage, le pilotage de cette machine, c'est un truc de dingue. Ouais. C'est un espèce de kiff monumental de pouvoir voler à 10 mètres du sol, en stationnaire, sans bouger. Enfin, ouais. Mais je regrette pas. Et en fait, ça rejoint, tu sais, une passion, puisque au moment où j'ai lancé la boîte dans les années 80, j'ai hésité entre le rugby, devenir pilote d'hélico, m'engager dans l'armée, etc. Et puis la vie a fait que. Voilà. Donc je me suis remis ce rêve en réalité. Voilà. Alors la toute dernière, ça fait un rapport avec parce que tu t'évoques ton fils, le conseil de transmission justement que tu donnerais sur la nouvelle génération. Tu as un peu commencé à en parler dans le podcast, mais ce que tu aimerais toi transmettre sur cette toute fin de podcast à justement les 20-25 qui se lancent dans le boulot, vont choisir leur vie pro, etc. Déjà tester, essayer, faites des stages, allez respirer, si possible dans des boîtes qui en valent la peine, et puis essayez de comprendre un peu pour vous faire votre propre opinion. Faites gaffe à tout ce qu'on vous dit. Il y a des choses magnifiques dans les réseaux, mais à l'époque, nous, on avait des journaux, et on m'a toujours dit filtre. Donc moi, je dis à mon fils qui a 12 ans, tout ce que tu vois sur les réseaux, vas-y, amuse-toi, c'est un jeu, mais en revanche, tout ce qui est un peu directif et tout ce qu'on va te donner comme conseil,
réfléchis bien, c'est pas forcément une vérité, c'est un point de vue, et donc fais-toi ta propre idée. Donc à tous les jeunes, je leur dis, faites-vous votre propre idée, allez en entreprise surtout, parce que les études c'est quelque chose, mais il faut vraiment de se rendre compte de ce qu'est une vie dans une entreprise. Et c'est passionnant et c'est très différent, et puis c'est toute la petite différence que tu peux avoir entre la théorie et la pratique. Mais se faire sa propre expérience, c'est très important, et commencer tôt. Dès que vous pouvez, ça fait un petit peu vieux con si tu veux te dire ça, mais moi quand j'avais 14 ans, j'allais faire du jardinage dans les jardins à côté de chez moi. Et je prenais une tondeuse, un machin, un truc, et puis je me faisais un peu d'argent de poche. Mais on bossait très très tôt et on se mettait très vite dans un rythme d'expérience entrepreneuriale. C'est le meilleur exemple pour donner envie. Bon bah merci Franck, et j'espère que grâce à ça, ils découvriront évidemment eux aussi leur nœud papillon. J'espère, je leur souhaite en tout cas de tout cœur. Allez, merci Franck pour ce podcast, merci à toi. Merci Alexis.